une arme va sortir et elle va tirer. Sauf qu'il n'y a personne dans la tour. La personne qui a décidé de la vie ou de la mort du paysan qui est au travail sur les champs que vous voyez au premier plan, elle est à Tel Aviv, dans une salle climatisée, avec un joystick à la main, et elle décide de la vie ou de la mort depuis l'endroit où elle est. Donc une barrière infranchissable, le sud, qui est la seule porte de toute la Palestine, qui ne donne pas sur le pont. La porte sud, elle donne sur l'Égypte. Ça pourrait et ça devrait être le poumon, et ça n'est pas du tout. C'est tenu tout aussi férocement fermé par l'Égypte que c'est fermé au nord par Israël, et les Gazaouis qui ont essayé de passer par la mer, de contourner, ont tout simplement été abattus. Donc, Gaza, c'est une cage. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi ces 2 millions de personnes sont enfermées ? Et là aussi, il y a une idée fausse qui circule partout. Ces pauvres-là, ils sont enfermés parce que ces imbéciles, ils ont mal voté en 2007. Ils ont voté pour des barbus extrêmement dangereux et Israël et le monde en général ne peut rien faire d'autre que de mettre une espèce de cage entre ce danger et le monde normal. C'est tout à fait faux. La restriction de mouvement des Gazaouis, elle date depuis toujours parce que la politique d'Israël, depuis toujours, c'est de démembrer le territoire de la Palestine. C'est de le morceler entre différents endroits dans lesquels les gens n'ont pas les mêmes statuts et qui doivent demander l'autorisation pour aller d'un morceau à l'autre. C'est, si j'ose dire, évident. Pourquoi morceler la Palestine ? Entre Jourdain et mer Méditerranée, vous avez 6 millions de juifs israéliens et 6 millions de Palestiniens. Pour avoir un système dans lequel les uns ont tous les droits et les autres aucun droit, il faut bien diviser ces 6 millions de Palestiniens. Autrement, on n'y arriverait pas. Et cette politique de démembrement, elle est en place depuis toujours. Et le premier grillage, alors elle est en place d'abord par des lois, par le fait qu'il faut des permis pour se déplacer d'un endroit à l'autre. Et puis, le premier grillage qui va isoler Gaza, l'ancêtre de celui que je vous ai montré, il est de 93, 1993, le premier grillage. Un cadeau des accords d'Oslo. Voilà, donc il faut bien comprendre que ce qui se passe à Gaza, ce n'est pas un accident récent. C'est tout simplement la mise en route d'une politique qui vise à démembrer, asservir le peuple autochtone de l'endroit dans lequel l'occupant s'est installé. Et ça a un deuxième aspect, cette politique. Des forces de se déplacer et des forces de produire. Ce qui se passe très clairement à Gaza lors des bombardements, il y a eu sur cette population en cage, il y a eu 3 grandes vagues de bombardements. Ce qui se passe lors des bombardements, c'est d'abord et avant tout la destruction de la société. Ça se voit par le fait que le premier objectif, toujours, c'est la centrale électrique. Bon, vous allez dire, entre guillemets, c'est bonne guerre. On bombarde la centrale électrique. Le deuxième installation qui est systématiquement bombardée, ce sont les installations d'épuration des eaux usées. Alors vous allez me dire, une station d'épuration des eaux usées, en quoi c'est un objectif militaire ? Eh bien oui, si la question elle est de rendre l'endroit inhabitable, c'est un très bon objectif. Ce qui fait que le quatrième côté, dont je ne vous ai pas parlé, cette longue plage de sable qui est le côté ouest de Gaza, qui est magnifique. Gaza, c'est un très bel endroit. C'est vraiment un très bel endroit. Eh bien, cette plage dans laquelle toutes les familles vont dès qu'il y a un peu le temps, dans lequel les enfants s'ébattent, qui est le seul endroit, en fait, où on peut croire un petit peu à une vie normale, elle est très profondément polluée, parce que les installations de dépollution sont bombardées à chaque fois qu'il y a les grandes vagues de bombardement, et parce que les installations d'épuration d'eau usée, elles ont besoin techniquement de 24 heures d'électricité. Ça doit tourner 24 heures sur 24. Une station d'épuration d'eau usée, si elle tourne bien, vous pouvez mettre un verre à la sortie et boire l'eau. C'est totalement dépollué. Mais si elle ne tourne pas 24 heures sur 24, elle rend de l'eau extrêmement sale, et c'est ça qui se déverse dans la Méditerranée. Donc, le Gaza, c'est l'exemple de ces 2 points, des forces de bouger et des forces de produire. Sur les forces de produire, je voudrais faire une parenthèse.
C'est pas tout à fait la première fois dans l'humanité que ce genre de stratégie est utilisée pour vaincre la population autochtone. Pour ceux que ces questions l'intéressent, je recommande beaucoup de lire un tout petit livre qui sont les mémoires de Geronimo. Geronimo, c'est l'Indien qui s'est jamais rendu, qui s'est battu jusqu'à la fin. Quand il arrive à la fin, justement, ils sont entourés. L'armée américaine délègue des émissaires pour parler et lui dit mais c'est fini pour vous, game over, mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous massacrer. Vous allez venir dans cette vallée-là et tout ira bien, vous pourrez mener votre vie. Et Geronimo répond, mais nous sommes des chasseurs, nous avons besoin de territoire de chasse. Et la réponse c'est, mais ne vous inquiétez pas, on va vous nourrir. Et c'est comme ça qu'on a tué, en très grande partie, la civilisation amérindienne. Et cet effort défense de produire, c'est ça qui est actuellement en œuvre en Palestine et particulièrement sur Gaza. Quand avec Pierre en 2016, on remontait les 40 km de la bande, on voyait partout des carcasses noircies et on demandait aux copains, et ça c'est quoi? Ça c'était une fabrique de yaourt. Et ça c'est quoi? Ça c'était une ferme à poulet. Voilà, tout ce qui aurait pu permettre de survivre est mis systématiquement à terre parce que l'idée, c'est pas, je ne crois pas que même dans leurs rêves les plus fous, et Dieu sait que là, ils sont fous, l'équipe dirigeante actuelle, je ne crois pas qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir assassiner tous les Palestiniens, même pas les Palestiniens de Gaza. On ne va probablement pas tuer 2 millions de personnes, mais on va les empêcher de faire société. On va les rendre inaptes à avoir une existence collective, et comme ça, on en viendra à bout. Alors, dans le défense de produire, la catégorie de population qui probablement a souffert le plus, ce sont les pêcheurs. On a toujours pêché à Gaza, toujours. Des chroniques vieilles de milliers d'années racontent la pêche à Gaza. Les pêcheurs de Gaza, ils sont systématiquement harcelés, tués, harcelés par des lois. Vous n'avez pas le droit de pêcher au-delà de 9 marins. Ah puis non, finalement ce sera 3, ah puis ce sera 6, ah puis ce sera... mais de toute façon, Israël n'applique pas, y compris ses propres lois, puisque certains des pêcheurs dont je vous ai mis là quelques-uns des derniers tués ont été massacrés, tués carrément à quelques mètres de la plage. Donc voilà. C'est un des échecs du mouvement de solidarité qui, moi, me tient particulièrement à cœur. Plus pacifique que l'activité de pêche, on meurt. Et depuis le temps que les pêcheurs sont harcelés, depuis disons les 20 dernières années où ils sont systématiquement harcelés, tués, les bateaux récupérés, les bateaux confisqués, pas une seule fois, Israël a pu dire qu'il avait trouvé dans un bateau quelque chose de louche. Pas une seule fois. Et ça n'empêche pas que ce pays voyou s'autorise le droit d'assassiner une profession entière. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les pêcheurs? Ils témoignent, ils s'efforcent de témoigner. Les 4 photos que vous voyez là, celle du haut, c'est 2012. Les pêcheurs n'en pouvaient plus et ils ont mené une tente de protestation qui était vis-à-vis de l'occupant, vis-à-vis du monde extérieur et vis-à-vis de leur propre gouvernement, en disant ça suffit, laissez-nous nourrir la population, on sait faire, on a la connaissance de ça, laissez-nous pêcher. Les 2 photos du bas, il y a 3 ans entre les 2 photos, l'une est de 2013, l'autre de 2016, il y a la même volonté, la même explication, la même volonté d'expliquer. On n'a pas été capable de défendre les pêcheurs de Gaza. Alors quand même, il y a eu une opération magnifique. En 2008, autour des Italiens, mais il n'y avait pas que des Italiens, des petits bateaux ont pris la mer et ils sont arrivés à Gaza. Ça a été un espoir énorme. Ils ont fait dans l'année 2008 plusieurs fois l'aller-retour, amenant des solidaires, ramenant des malades qui avaient besoin absolument d'être opérés ailleurs, amenant du matériel. Tout le monde s'est dit, voilà, ça c'est la solution. La mer, ça va être le chemin vers la liberté. Et dans cet enthousiasme-là, je vous rappelle quand même que fin 2008, c'est leur première très grande vague de bombardement. Dans cet enthousiasme-là se crée ce qu'on appelle les coalitions internationales des flottilles de la liberté. C'est une coalition assez
assez souple, c'est-à-dire que quand un mouvement de solidarité se sent suffisamment fort pour acheter des bateaux, il achète les bateaux, il fait appel au monde entier pour avoir les équipages et il vogue vers Gaza. En 2010, première flottille de la liberté, dans l'enthousiasme du succès de 2008, c'est des très gros bateaux qui partent. Le bateau Amiral, c'est un bateau turc qui s'appelle Mavi Marmara, il y a plus de 400 solidaires à bord, c'est un énorme ferry. Qu'est-ce qui va se passer? En eau internationale, et largement en eau internationale, l'armée israélienne va attaquer. Elle va attaquer par la mer, elle va attaquer par l'air. Les commandos vont descendre depuis les hélicoptères sur le pont supérieur du Mavi Marmara et ils vont y aller comme à la fête foraine. On relèvera 10 morts, beaucoup de blessés. C'est un problème terrible. C'est un problème terrible pour les flottilles parce que qu'est-ce que vous faites de plus fragile qu'un bateau désarmé face à une attaque maritime? Vous ne pouvez rien faire, même pas reculer. Vous êtes complètement dépendant de la décision des soldats. La décision des flottilles de la coalition internationale a été quand même de dire finalement, on va continuer. On va continuer parce que si on ne vogue plus, ça veut dire qu'on accepte. On accepte qu'au XXIe siècle, 2 millions de personnes soient retirées de l'ordre normal de l'humanité. On n'acceptera pas. Tant qu'il y aura Gaza en cage, les flottilles partiront. Et c'est pour ça que quand je pars en 2018, c'est la 6e flottille. Alors, un mot sur la pré-flottille, si j'ose dire. Cette année-là, l'année dernière, c'était la Norvège et la Suède qui avaient affrété les bateaux. Donc, les bateaux partent du nord de l'Europe. Il y avait 2 gros, pas gros du tout, une vingtaine de mètres, bateaux qui vont prendre la mer. Et puis, il y avait 2 tout petits voiliers de 9 mètres qui, eux, vont prendre la route des canaux, le Palestine et le Mered. Et toute l'idée, c'est à chaque étape de raconter pourquoi ces bateaux sont couverts de drapeaux palestiniens, qu'est-ce qu'ils veulent faire, pourquoi ils veulent briser le blocus, etc. Et donc, vous avez en haut et en bas 2 réactions de municipalités complètement contrastées. En haut, vous avez Paris. À Paris, la municipalité avait hésité. Raconter des choses un peu d'une façon ou d'une autre, mais sur l'action, elle n'a pas hésité une seconde. Quand les bateaux sont arrivés, à peu près à l'aplomb de l'Institut du monde arabe, qui était l'endroit où on espérait que ça avait un sens énorme, qu'ils allaient pouvoir s'arrimer, raconter, les grands semi-rigides noirs que vous voyez sur la photo vont venir s'accoter sur les bateaux et les emmener de force en dehors de Paris. Contraste absolu avec Palerme. À Palerme, quand le Al-Aouda arrive, dans le port de Palerme, le maire de Palerme est sur le quai. Non seulement le maire de Palerme est sur le quai, mais il y est avec les armes de Palerme, avec des officiers en tenue traditionnelle, c'est-à-dire que c'est vraiment la ville de Palerme qui accueille la flottille. Et le maire, Leoluca Orlando, il va monter à bord du Al-Aouda et il va faire un discours que j'aime beaucoup partager, un petit morceau de ce discours. Il a dit la chose suivante. Que vous soyez à Palerme depuis 1 heure, ou que vous y soyez depuis des générations, que vous soyez italien ou de n'importe quelle nationalité, que vous soyez enraciné quelque part, ou que vous soyez un migrant, à partir du moment où vous avez posé le pied sur le port de Palerme, vous êtes de Palerme. Donc c'est pas étonnant qu'une ville comme ça, c'est aussi une ville dans laquelle il y a une sensibilité énorme au sort des migrants. Alors, Palerme avait été choisi pour rassembler les bateaux pour faire le dernier saut directement jusqu'à Gaza, parce que les expériences précédentes en Grèce avaient été catastrophiques. Les accords internationaux étant ce qu'ils sont, l'État d'Israël avait eu le bras assez long pour obtenir de la Grèce qu'elle bloque les bateaux dans le port. Non seulement les bateaux ont été bloqués, mais certains ont été sabotés et les flottilles n'avaient pas pu partir. Donc on partait de Palerme. Un mot sur l'inscription des flottilles dans la stratégie de lutte non violente. Les flottilles s'inscrivent explicitement dans une stratégie de lutte non violente, non armée, non violente. Mais je voudrais, en m'appuyant sur mes 2 ans d'expérience à Gaza, faire une parenthèse auquel je tiens beaucoup. Quand j'arrive à Gaza en 2011, je fais partie des gens que l'envoi des missiles énerve beaucoup. Ça sert à rien, ça va s'écraser dans le sable et ça donne un argument au nord à Israël pour dire vous voyez, on est attaqué. Peut-être 2 à 3 semaines après être rentré à Gaza, quand j'ai vu à l'intérieur d'un train humain, on est en 2011, j'ai 61 ans, j'avais
Voilà, parce qu'il avait plu à une de ses tours de tirer sur un pauvre gars qui était là pour ramasser les débris de béton, parce que tout se recycle, bien ça. Hein. J'ai vu des débris d'enfants dans un arbre, j'ai vu la mort comme ça, la mort arbitraire. Je dois reconnaître que quand j'ai vu ma première roquette est partie, j'ai pensé bien fait. Alors, je ne suis pas en train de vous vendre l'idée que c'est une stratégie meilleure qu'une autre, pas du tout. Je reste politiquement persuadée que ce n'est pas une bonne stratégie, mais il faut bien comprendre que quand on est enfermé dans un état d'injustice aussi violent, avec une mort qui tombe à droite, à gauche, comme ça, complètement aléatoirement, le fait qu'on ait envie de sortir ses griffes, de se battre, c'est tout simplement normal. Je m'appuierai sur ce qu'a dit Mandela. Il a dit, en dernière instance, c'est pas l'occupé qui choisit les formes de résistance, c'est l'occupant. C'est l'occupant qui impose quelles formes de résistance sont possibles. J'y crois profondément. Je pense, et c'est ça que je voudrais faire passer, je pense vraiment que la ligne de fracture, elle passe pas entre lutte armée et lutte non armée. Elle passe entre lutte et collaboration. Point à la ligne. Je ferme ma parenthèse. Mais les flottilles appartiennent à la lutte non armée. On savait qu'on risquait d'être attaqué. C'est un vrai problème. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Qu'est-ce qu'on s'autorise à faire? Qu'est-ce qu'on est capable de supporter? Donc, on a eu 3 jours à Palerme comme ça de discussion entre nous. Il faut bien voir, par exemple, sur le Alaouda, on est 22, c'est 15 nationalités, c'est des gens qui ne se connaissent pas du tout. Donc ça a été très très utile de sortir le trip, de dire vraiment comment on le sentait, de manière qu'une fois dans l'action, il n'y ait eu strictement aucun problème. Alors je vous présente rapidement quelques-uns, je ne peux pas vous présenter les 22 parce qu'on n'a pas le temps, mais ça mériterait, juste pour insister sur la diversité de l'équipage. Celle que vous voyez sur la photo médiane, là, avec ses lunettes noires, c'est Gerd, elle est norvégienne, c'était notre aînée, elle avait 75 ans quand même. Alors, c'est pas tout à fait Madame Tout le Monde, parce que c'est une ancienne sportive de très haut niveau, de niveau olympique, donc elle a un corps qui lui obéit. Mais voilà, quand on demandait à Gerd, qu'est-ce que tu rêves pour la Palestine, elle répondait, moi je rêve de 2 États vivant pacifiquement côte à côte. Si on me pose la même question, je vais répondre, moi je rêve d'un État de tous ses citoyens, dans lequel tous les citoyens auront exactement les mêmes droits. Est-ce que ça a posé un problème entre nous? Absolument aucun. On est capable, dans le mouvement de solidarité, de se battre au couteau sur cette question. Dans l'action, ça n'a posé aucun souci. On savait pourquoi on était sur là, on voulait tenter d'arriver à Gaza, et le fait qu'on avait des analyses différentes ne mettait aucun obstacle entre nous. Le grand gars que vous voyez dans la photo du milieu, Mike, il venait de Nouvelle-Zélande, lui c'était un syndicaliste. C'est par le syndicat qu'il était arrivé à l'idée qu'on ne pouvait pas accepter au XXIe siècle de laisser mourir la Palestine. Les 2 que vous voyez en discussion en bas, la femme, c'est Lucia, c'est une Espagnole qui est très connue pour son engagement féministe. Elle a un rôle important, social important, dans le mouvement féministe. Et à ses côtés, c'est Dr Afandi, lui arrive de Malaisie. Quand on demandait à Afandi pourquoi tu es là, il répondait, mais c'est mes co-religionnaires. Jamais je ne les laisserai seuls sans avoir tenté de faire quelque chose. Il n'y a eu aucun problème de ces backgrounds tellement différents, ça n'a posé aucun problème. Le dernier que je vais vous présenter, c'est Joe, celui qui nous montre son dos. Alors lui, c'est un militaire, qui plus est il est en retraite maintenant, et qui plus est un militaire américain. Alors qu'est-ce que fait un homme de guerre américain sur le Al-Aouda? C'est un ancien, comme le montre son dos, c'est un ancien du Liberty, et je voudrais vous rappeler rapidement la question du Liberty parce qu'elle en dit long sur ce que sont les accords internationaux. Le Liberty, c'est un navire de guerre américain. En 67, les Américains reniflent qu'il va se passer quelque chose, ils veulent être pas trop loin, donc ils amènent le Liberty à proximité des côtes. Israël veut les mains libres. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle bombarde le Liberty. Il y aura 35 morts, le Liberty va prendre feu, le sauvetage des survivants va être extrêmement difficile, le bateau va couler, enfin, quelque chose d'hyper traumatique. Mais c'est des soldats.
Donc quand ils arrivent dans leur pays, quand ils rentrent, ils sont rapatriés, ils ne vont pas faire de manif, ils vont pas... Mais ils vont demander à leur état-major de demander fermement au gouvernement des explications. Ils veulent savoir ce qui s'est passé. Le gouvernement va se tortiller pendant 2 ans à peu près et va rendre son verdict ça devait être une erreur. Ce que les anciens du Liberty n'ont pas accepté, ils ont commencé à creuser la question. Qu'est-ce qui se passait dans cette partie du monde? Et c'est pour ça qu'on retrouve des anciens du Liberty sur les bateaux qui voguent pour briser le blocus de Gaza. Alors, comment dire, moi je faisais sans doute partie de ceux qui avaient le plus peur, parce que moi j'avais vu, comme j'étais sur les bateaux de pêche à Gaza, j'avais vu manœuvrer les vedettes de guerre israéliennes, et je savais que ces bateaux peuvent déraper sans aucun problème. Mais j'étais aussi peut-être celle qui avait le plus espoir, parce que j'étais en ligne directe avec les copains à Gaza. Ils m'ont beaucoup ému, parce que quand ils ont senti qu'on approchait de l'endroit dangereux, ils ont envoyé un message disant faites attention à vous, quoi, en substance, hein, faites attention à vous. Vous avez fait ce que vous pouviez, ça ne sert à rien de rajouter des morts, donc protégez-vous en premier lieu. Ils sauront avant nous qu'on sera attaqué, parce qu'Israël a publié qu'il avait attrapé le Al-Aouda avant que nous, sur le Al-Aouda, on voit les bateaux de guerre arriver. Alors, les bateaux de guerre, on les voit arriver, c'est la photo tout à fait en bas. Vous voyez une silhouette, elle est très loin, c'est des très gros bateaux qui vont encadrer le Al-Aouda et qui vont lâcher des vedettes, des semi-rigides, etc., qui vont foncer sur lui. Comment a-t-on su qu'on allait être attaqué? C'est que la radio s'est mise à parler. L'armée israélienne a demandé au Al-Aouda de s'identifier, ce qu'il a fait, et lui a dit vous infléchissez votre navigation, vous n'allez pas par là. Ce à quoi, très tranquillement, très poliment, le second répondait, et ça a duré presque une demi-heure, nous sommes en eau internationale, nous sommes un bateau totalement désarmé, donc d'après la loi internationale, nous avons le droit d'avancer. Évidemment, le dialogue est en anglais, hein. La phrase anglaise, elle est très belle. We enjoy innocent passage. Nous avons le droit d'avancer parce que nous sommes non agressifs. Ça va se passer comme ça, et puis on va voir arriver les bateaux. Quand on a compris qu'on était attaqué, on a revêtu les gilets de sauvetage pour qu'au moins il n'y ait pas d'erreur. Et j'ai oublié de vous dire que sur le Al-Aouda, on était 15 nationalités et il y avait 2 Israéliens. Nous étions 3 juifs à bord, donc 2 Israéliens. Yonatan Shapira, l'un des Israéliens, avait écrit sur mon gilet « Soldats désobéis » en hébreu. Et moi, j'avais écrit dans le dos « Des Juifs pour la justice en Palestine ». Quand le Robocop m'a sauté dessus, j'ai dit « Lis d'abord ». Ça ne lui a fait absolument ni chaud ni froid. Donc on est attaqué, il faut dire que ce n'est pas près du deuxième bateau. Pour le deuxième bateau, ça s'est passé de manière beaucoup plus... C'est une violence extrême, hein, qu'un bateau soit saisi par des navires de guerre. Mais ça s'est passé sans violence physique, alors que sur le Al-Aouda, la violence physique a été très forte. On s'était placé en ligne, on défendait le bateau par nos corps. On avait même décidé qu'on ne donnerait... Ça rappelle des choses, hein. On ne donnerait pas de coup de poing, par exemple, on n'essaierait pas de pousser, on défendrait statiquement. Donc, moi j'étais dans la première ligne qui a été enfoncée très facilement, un peu comme en manif, quand il y a. On prend des bleus, on prend. Quand même, une des copines espagnoles avait quand même 2 gouttes de cassé, donc ils ont été un peu rudes, mais bon, ils nous attrapent et ils nous poussent sur l'arrière du pont supérieur. Et ils s'attaquent à ce qui, pour eux, était gros morceaux, c'est-à-dire des gars plus entraînés. Qui défendaient la cabine de pilotage. On ne voulait pas leur donner le gouvernail. Et là, ils y sont allés au taser, ils ont tabassé les gars. Ils ont été tellement violents que les 3 derniers qui nous ont ramenés sur la plage arrière étaient inconscients. Donc, et Mike, que je vous ai montré, c'est une armoire à glace, hein, donc ils avaient beau passer au choc électrique, ils ne tombaient pas. Donc ils l'ont taserisé sur le coup a éclaté. Enfin, ils ont développé une violence invraisemblable alors qu'ils savaient parfaitement que nous étions un bateau pacifique et qu'ils allaient trouver, depuis le temps qu'ils attrapent les bateaux de la flottille, dans les cales exactement ce qu'on a dit qu'il y avait. Ils le savent parfaitement
Cette violence, elle est là pour dire c'est nous les maîtres. Alors quand même, il n'y avait pas que des Robocop, il n'y avait pas que des gars surarmés et très, très entraînés à se battre. Tout le monde avait le visage masqué, hein, on ne voyait pas un seul visage, mais une partie de ceux qui sont montés sur le bateau, c'était manifestement de très jeunes femmes. De très jeunes femmes qui, à partir du moment où on était envoyés sur le pont arrière, se penchaient sur nous. Vous allez bien vous voulez boire manger quelque chose peut-être? Elles avaient toutes sur le front vissé, si j'ose dire, une caméra. Donc elles étaient à la recherche d'images de fraternisation pour prouver que tout se passait extrêmement bien. Inutile de vous dire qu'on ne leur a pas offert. Je vous ai fait cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez, pour moi elle est importante. Le point, c'est le point GPS où on a été, le point rouge, où on a été arraisonné, et l'échelle, elle est dans la terre, hein, vous voyez les 20 km. Les eaux territoriales, c'est 20 km. Le point rouge, on est à entre 2 et 3 fois la distance des eaux territoriales. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute, absolument aucun doute, qu'on n'est pas dans leurs eaux territoriales. Ils ne prennent même pas le soin d'attendre qu'il y ait un doute. C'est vraiment un cri clair. Nous sommes les maîtres. C'est nous les maîtres de la Méditerranée, nous sommes les maîtres. Nous décidons de ce qui est bon pour notre État ou pas. Et les lois internationales, on s'assoit dessus. Même chose quand on parle d'impunité sur ce qui s'est passé avec ce qu'on avait dans les cales. Dans les cales, on avait bien sûr, puisque ce sont les grandes marges du retour, on avait énormément de matériel médical et du matériel de première nécessité dans le cas de Gaza. Par exemple, on avait énormément de gaz stérile. Alors vous allez me dire, bon, du gaz stérile, est-ce que c'est des compresses stériles, est-ce que c'est bien de première nécessité? Eh bien oui, comment vous opérez si vous n'avez pas ça? C'est tout simplement, vous ne pouvez pas. Donc c'était des choses tout à fait indispensables. Quand la Norvège a grogné, lorsqu'ils ont attrapé le Alaouda, le porte-parole de Tsahal a répondu en substance, bon, ces imbéciles qui voulaient entrer dans Gaza, ils ont ce qu'ils méritaient, mais bien évidemment, ce qu'il y a dans les cales est déjà en route pour Gaza. Nous sommes en février et le matériel médical est toujours en train de pourrir dans un dock à Ashdod. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut dire? Deux choses à mon avis. Bon, d'abord, des flottilles, il va y en avoir d'autres. Et il va y en avoir une en 2020. Et l'expérience qu'on peut en tirer de celle de 2018, c'est la suivante. C'est pas ceux qui sont sur les bateaux qui font que le bateau arrive, hein. C'est ceux qui sont à terre. C'est-à-dire que tant qu'on ne sera pas capable de monter une espèce de protection autour des bateaux, du fait que les flottilles sont connues, du fait que le sort des flottilles est un problème, ils pourront arraisonner les flottilles. Le jour où on fera monter un mouvement de défense des flottilles suffisamment fort, alors les flottilles passeront, et il faudrait que ce soit en 2020, parce que le temps ne travaille pas du tout pour nous. Un dernier mot. Aussi bien à Gaza que dans toute la Palestine, hein, et puis aussi entre nous, là, avec toutes nos différences, il y a une chose quand même, il y a un outil qu'on a dans les mains, c'est le boycott. Et je voudrais terminer un mot sur le boycott, parce que c'est quelque chose pour nous tellement important. Israël se comporte comme un État voyou. Les dernières lois le montrent à l'évidence, Pierre en parlera beaucoup mieux que moi. Qu'est-ce qu'on peut faire contre un État voyou? Il faut le retirer du champ des nations. Il faut dire, non, on n'a pas le droit de se mettre en travers de toutes les lois internationales et d'être quand même reconnu comme un pays correct. Il faut le boycotter. On a un exemple, hein, dans ce 20e, moi je suis né en 50, hein, dans ce deuxième moitié du 20e siècle, donc on n'est pas forcément très fiers, il y a quand même une chose que le mouvement universaliste, humaniste a réussi, c'est de dire, eh bien non, on ne peut pas dire qu'un noir vaut moins qu'un blanc. On est venu à bout de l'apartheid en Afrique du Sud. Ils sont venus, les Africains du Sud, à bout. Mais quand même, le monde a aidé. Et il a aidé à travers justement la réponse au boycott. Quel boycott on a fait? Bon, on a boycotté les oranges, hein, mais c'est pas parce qu'on mangeait pas des oranges que l'opinion publique sud-africaine s'est fissurée et a permis qu'une solution politique sorte.
Ce qui a joué un rôle fondamental, même s'il y a eu encore des années de bagarre, ça a été l'éviction de l'Afrique du Sud des Jeux Olympiques. Ça, c'était terrible, parce que c'est une nation qui vendait son sport. Nous sommes la nation sportive. Et le sport international ne répond pas non. Donc, tant que vous violez une loi aussi importante que le refus de l'apartheid, vous ne ferez pas partie des nations olympiques. Et ça a été le début de la fracture. Sur cette image-là, sur cette expérience-là, je voudrais appeler avec passion au boycott. Israël est un État voyou, il faut le boycotter. Il faut le boycotter comme État voyou. Israël, qu'est-ce qu'il vend? Il vend sa culture, il vend ses universités, il vend le fait que c'est une nation phare. Eh bien, il faut le boycotter dans ce qu'il vend. C'est-à-dire qu'il faut un boycott universitaire, il faut un boycott culturel. Il faut leur dire à tous ces gens-là, tant que vous accepterez des lois qui ne sont pas acceptables et un comportement qui n'est pas acceptable, qui viole les accords minimaux internationaux, vous ne faites pas partie des nations avec lesquelles nous aurons des contacts. Voilà. Merci Sarah. Je vais passer la parole à Pierre Stamboul. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure dans ma présentation que, évidemment, Pierre Stamboul est membre depuis très très longtemps, depuis 17 ans, de l'UJFP, de l'Union juive française pour la paix. Et il a souvent été dans le bureau exécutif de cette association, mais il va vous en parler lui-même. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer peut-être par l'Union juive française pour la paix, qui a 25 ans d'âge. Le fondateur est ici, c'est Richard Redman. Et en gros, qu'est-ce qu'on peut dire? Au tout début, peut-être, le mot d'ordre, c'était pas de crime en notre nom. Sous-entendu, nous, on est des juifs propres sur nous, on n'a rien à voir avec la vaillante Sahel qui fait ce qu'a expliqué Sarah, qui bombarde, qui tue, qui fait des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Assez rapidement, on a découvert les mots qu'il faut mettre sur cette guerre. N'employez pas le mot conflit, hein, pas le bon mot. C'est une guerre de la 4e armée du monde contre un peuple désarmé. Et ces mots, c'est occupation, colonisation, racisme, apartheid, crime de guerre, crime contre l'humanité. Quelque part, à l'UJFP, on est représentatif d'une tradition qui a été longtemps majoritaire chez les Juifs et qui était de considérer que la lutte pour l'émancipation, la lutte d'une minorité opprimée pour son émancipation passait par la lutte pour l'émancipation de l'humanité tout entière. Donc on se revendique assez clairement de cette tradition universaliste. L'UJFP fait partie de BDS France, vous le voyez sur mon t-shirt, et comme Sarah vient de l'expliquer. C'est-à-dire que nous faisons complètement nôtre les 3 grandes revendications de l'appel palestinien en boycott des investissements sanctions. Cet appel date maintenant de 2005. Et ces 3 grandes revendications, ce n'est pas un État, 2 États ou 36 États, c'est liberté, égalité, justice. Liberté, ça veut dire fin de l'occupation, fin de la colonisation, destruction du mur, libération des prisonniers, fin du blocus de Gaza. Égalité, ça concerne essentiellement les Palestiniens d'Israël qui vivent un apartheid interne à la société israélienne. Et justice, le crime fondateur ayant été l'expulsion de la grande majorité des Palestiniens de leur propre pays en 1948-49, c'est le droit au retour des réfugiés palestiniens. Alors je vais vous parler à la fois de mon livre et puis de l'actualité immédiate. L'actualité immédiate, quand on voit ça, cette année, c'est le vote de l'Israël, la loi sur l'État-nation du peuple juif. Je vais vous expliquer que cette officialisation de l'apartheid, elle est très ancienne, que l'apartheid a existé dès la fondation de l'État d'Israël. Et c'est un peu le titre de mon livre, la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe, l'expulsion des Palestiniens ne sera jamais légitime. On voit en même temps aujourd'hui à la fois une poussée de l'antisémitisme et en même temps en Israël des dirigeants, imités ici en France par les dirigeants du CRIF, qui pactisent et qui font cause commune avec tout ce que l'humanité compte de fascistes, de révisionnistes, d'antisémites et de militants d'extrême droite. Et là aussi, j'ai essayé de vous montrer que ce n'est pas quelque chose de nouveau, que le sionisme n'a jamais combattu l'antisémitisme, il s'est
s'est appuyé sur l'antisémitisme pour réaliser son projet, mais que ce couple sionisme-antisémitisme, il est très ancien. Le livre que j'ai fait, j'ai 2 préfaciers, c'est volontaire. Il y a un Palestinien de Gaza, Moussa Bachir, rencontré à Gaza, qui vit maintenant au Liban. Il a 36 ans, il a fait 7 ans de prison. Ça, c'est la Palestine. 850 000 personnes ont connu la prison depuis 1967. Il est assez représentatif de cette jeunesse gazaoui que nous avons rencontrée, qui vomit les 2 gouvernements rivaux et qui voudrait un seul État, où tout le monde vivrait ensemble avec les mêmes droits. Et puis j'ai une préfacière franco-israélienne qu'on connaît bien parce qu'elle vient très souvent en France, c'est Éléonore Merza, qui avec son mari Ethan Bronstein ont fondé une des associations anticolonialistes en Israël. La CN, c'est Decolonizer, et c'est justement une association qui insiste avant tout sur la question de la Nakba et du crime commis contre les Palestiniens, et qui dit c'est un crime contre les Palestiniens, mais jamais les Israéliens ne seront libres tant qu'ils n'auront pas reconnu ce crime fondateur, et c'est le nœud du problème. Il n'y a pas de paix possible sans la reconnaissance de la Nakba. Dans mon livre, je commence par Oslo. En gros, quand le JFP se crée, 1994, quand le mouvement de solidarité se crée en France, on est sur l'après-Oslo et on est sur l'idée on va aider à ce que Oslo se réalise. Je fous tout ça en l'air dans mon bouquin. Oslo a été une gigantesque mystification. Il n'a jamais été question, dans ce qui a été signé, ni d'État palestinien, ni de gel ou d'arrêt de la colonisation. Ce qui a été signé à Oslo, c'est leur ouverture des checkpoints, mais c'est surtout la création d'autorités palestiniennes qui s'est substituée à l'OLP. L'OLP représentait l'ensemble du peuple palestinien, et l'autorité palestinienne a comme rôle principal d'assurer la sécurité de l'occupant. Et derrière tous les avatars de la situation présente, il y a une chose qui n'a pas été reniée pour l'instant, c'est que l'autorité palestinienne a une coopération sécuritaire avec l'État d'Israël. Et pour celles et ceux qui sont allés là-bas, par exemple nos camarades de Déché, un des 2 camps de Bethléem, nous expliquait qu'ils savaient quand il allait y avoir une incursion militaire sur Déché, parce que la caserne palestinienne fermée, c'est les accords d'Oslo. Israël téléphone à la police palestinienne qui s'enferme dans sa caserne et attaque un camp de réfugiés ou un autre lieu. On a beaucoup encensé sur Oslo une prétendue gauche sioniste, des sionistes à visage humain avec qui il était possible de discuter et avec qui il était possible d'arriver à la paix des braves. Je reprends un peu les mots d'Arafat. Il n'y a pas de gauche sioniste, comme il n'y a pas de gauche de l'apartheid. Il n'y a pas un seul crime contre les Palestiniens dans lequel cette prétendue gauche n'a pas joué un rôle essentiel, voire majeur. 1948, le plan d'Alet, c'est la lettre D en hébreu, l'expulsion préméditée des Palestiniens, c'est Ben Gurion qui est aux manettes. 1956, l'attaque impérialiste contre l'Égypte, c'est Moshe Dayan, travailliste également. 1967, on a longtemps glosé sur le pauvre Israël qui était encerclé par ses voisins arabes et c'était la lutte de David contre Goliath. On sait maintenant que depuis longtemps, les plans d'agression étaient prêts, les plans de colonisation étaient prêts. C'est Levi Eshkol qui est Premier ministre, travailliste, et c'est Yigal Allon, un des ministres réputés les plus à gauche, avec toutes les limites qu'il faut mettre, qui met au point, en 1967, le premier plan de colonisation de la Cisjordanie. Tout de suite, ils vont annexer Jérusalem-Est, la vieille ville, ils vont la découper, ils vont faire un véritable nettoyage ethnique dans la vieille ville de Jérusalem, aux alentours des murs de lamentation. Et ce sont les travaillistes qui vont aller chercher le seul courant sioniste religieux pour implanter les premiers colons. Bien sûr, aujourd'hui, la colonisation est intégriste, elle est essentiellement une colonisation d'extrême droite, mais ceux qui l'ont initiée, ce sont les travaillistes qui sont allés chercher le seul courant sioniste religieux pour faire ça. Plus tard, la construction du mur, le ministre des Infrastructures, c'est Fouad Ben-Elisir, secrétaire du Parti travailliste. L'agression contre le Liban en 2006, c'est Amir Peretz, secrétaire du Parti travailliste.
le plomb durci, la première des 3 grandes guerres contre Gaza, c'est Ehud Barak, également travailliste. Donc je ne dis pas ça surtout pour excuser le courant fasciste qui est aujourd'hui au pouvoir. Ce que je veux dire, c'est que l'idée qu'il y aurait en gros en Israël des gens raisonnables et puis qu'aujourd'hui on aurait des fous, non. J'ai envie de dire que les électeurs israéliens, pour paraphraser Jean-Marie Le Pen, ont préféré l'original à la copie, mais la copie avait largement avancé sur les crimes commis contre les Palestiniens. Je reviens aussi sur la question du sionisme et la question des mythes meurtriers. On ne peut pas faire l'économie aujourd'hui pour examiner cette guerre sur la question du sionisme. Dans le mouvement de solidarité, quand on posait cette question il y a 15 ans, beaucoup disaient « ouais, le sionisme c'est l'histoire, mais bon, l'État d'Israël existe ». Plus personne aujourd'hui ne peut ignorer que cette question elle est centrale et que ce qui s'applique aujourd'hui, ce qui explique la tentative d'élimination en tant que peuple du peuple palestinien, c'est l'idéologie sioniste qui est à l'œuvre. Et dans l'idéologie sioniste, j'ai envie de dire, on ne peut pas simplifier. Bien sûr, le sionisme est un colonialisme. Il faut expliquer un petit peu dans quelles conditions. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la grande majorité des Juifs du monde entier vivent dans un seul pays, qui est l'Empire russe. Dans ce pays, la majorité des Juifs ne sont pas des banquiers ou des usuriers, ce sont des prolétaires ou des sous-prolétaires, des artisans, des ouvriers, des colporteurs. Ils ont une situation sociale terrible et qui va expliquer une perte de religion, parce que les rabbins prônent la soumission à l'autorité, et qui va expliquer que de nombreux Juifs vont se tourner vers des idées socialistes révolutionnaires. On ne comprend pas la révolution russe sans comprendre cette situation. Il y a, y compris dans cette région du monde, en Europe orientale, un parti ouvrier révolutionnaire juif, le Bund, qui ne sera pas sioniste, qui sera anti-sioniste, qui prônera l'autonomie culturelle, c'est-à-dire l'émancipation des Juifs sur place, sans territoire spécifique. Il y a les religieux. Les religieux ne sont pas sionistes non plus, pour des raisons religieuses. La religion juive est une religion messianique, donc il est interdit de retourner sur cette terre sainte avant l'arrivée du Messie. Le Messie a le bon goût de ne jamais arriver. Et dans la religion juive, l'an prochain, Jérusalem, ça veut dire, les pensées vont vers Jérusalem, ça ne veut pas dire je vais à Jérusalem et je chasse le peuple autochtone. Et le peuple élu, ça veut dire celui qui a plus de devoirs que les autres et pas celui qui a plus de droits. Et la langue hébraïque est réservée à un strict usage religieux. Il y a des langues juives, le ladino, qui est l'espagnol du Moyen-Âge, le judéo-arabe, le yiddish, mais l'hébreu est réservé à un strict usage religieux. Donc le sionisme va se créer essentiellement au départ dans la bourgeoisie juive de l'Empire austro-hongrois, mais il va être minoritaire, voire très minoritaire dès le début. Et le sionisme est au départ une théorie de la séparation. Vous ne comprenez pas ce qui se passe aujourd'hui en Israël-Palestine si vous n'avez pas conscience qu'il y a 120 ans, Théodore Herzl et ses compagnons disaient « Juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble, ni dans le territoire d'où ils viennent, ni dans le futur État juif à créer. » Il faut bien comprendre, nous, à l'UJFP, notre grande revendication, c'est vivre ensemble dans l'égalité des droits, là-bas et ici. Le sionisme, au départ, dit exactement le contraire. De même, on a une fausse idée en disant le sionisme combat l'antisémitisme. Non, le sionisme, dès le départ, s'est appuyé sur un antisémitisme en estimant qu'il était irréversible, qu'on ne pouvait pas le combattre. Et donc, il y a 120 ans, Théodore Herzl va faire le tour de tous les antisémites à la tête de l'Europe en leur disant « Votre intérêt et le nôtre sont le même, qu'un maximum de juifs quittent l'Europe ». Il dira même voir Plévé, celui qui avait organisé les grands pogroms dans l'Empire tsariste. Le sionisme va être colonialiste au départ, c'est-à-dire que dès le moment où il décide qu'il faudra un État juif, où le mettre, ils choisiront la Palestine pour avoir le soutien des religieux, mais ils ne l'auront pas. Il y aura une pétition quasi unanime de tous les rabbins allemands contre le sionisme. Quand ils choisissent la Palestine, il faut bien conquérir ce territoire. C'est un colonialisme différent du colonialisme français ou anglais. Il ne vise pas à asservir le peuple colonisé, il vise à l'expulser et à le remplacer. C'est un colonialisme d'expulsion et de remplacement. Le sionisme va raconter une histoire fantastique
aux Juifs et au monde entier. L'idée qu'autrefois, dans l'Antiquité, il aurait existé un grand royaume juif unifié de Salomon et David. Il n'y a pas de trace historique de ce grand royaume. Il semble bien que Jérusalem, à cette époque-là, était un petit village de quelques centaines d'habitants. Donc le roi Salomon, la reine de Saba, tout ça, il n'y a pas eu. Et ils expliquent que les Juifs ont été chassés il y a 2000 ans par les Romains de leur pays, qui se sont répandus partout dans le monde méditerranéen et au-delà, et qu'après 2000 ans, grâce aux sionistes, ils font leur retour dans leur pays. Tout ceci ne tient pas le coup historiquement. Vous voyez que ni Sarah, ni Richard, ni moi n'avons le type proche-oriental. Nous ne sommes pas les descendants des Judéens de l'Antiquité. En grande majorité, les Juifs sont descendants de convertis de différentes époques et de différentes régions. Et en grande majorité, les descendants des Judéens de l'Antiquité sont les Palestiniens. Donc on a derrière la conquête sioniste une gigantesque manipulation de l'histoire. Le sionisme prétend qu'il est un nationalisme, mais c'est un drôle de nationalisme parce qu'il a inventé le peuple, la langue et la terre, ce qui fait beaucoup. Le peuple, il y a des peuples juifs, un peuple séfarade, descendant des Espagnols, des Juifs espagnols, un peuple judéo-arabe, un peuple yiddish, pour reprendre les mots de chez Mossand, et prétendre que j'appartiens au même peuple que les Falachas, qui sont des Éthiopiens, ou que les Juifs yéménites, qui sont des Arabes, est évidemment complètement absurde. La langue, il y avait des langues juives, mais pas celle-là, et la terre, parce qu'en tout cas, la religion juive n'était pas une religion de conquête de la terre, et les Juifs laïcs visaient à s'émanciper sur place et ne visaient pas à acquérir cette nouvelle terre. Le sionisme a créé souvent, on a dans l'idée, même dans le mouvement de solidarité, qu'Israël est une réponse à l'antisémitisme européen. Il n'y a aucun doute sur la violence absolue de l'antisémitisme européen, qui a été d'abord un anti-judaïsme chrétien pendant 15 siècles et qui est devenu un antisémitisme racial à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. Il n'y a pas de doute non plus que l'antisémitisme est bien, contrairement au négationniste Netanyahou, un phénomène européen et chrétien au départ, et qu'aujourd'hui, la grande majorité des attentats antisémites que vous avez sont essentiellement des attentats venus de l'extrême droite. On a essayé de dire que l'antijudaïsme était... On discute après, Catherine. Bon courage. Un peu coupé. On dit souvent que l'antisémitisme est venu du monde arabe. Non, il y a eu dans le monde arabe une histoire juive. Il n'y a pas eu de massacre comparable au pogrom dans le monde arabe, jusqu'à l'arrivée du sionisme, comparable en tout cas à ce que les Juifs ont connu en Ukraine, en Espagne ou dans le reste de l'Europe. Quand Netanyahou explique Hitler ne voulait pas tuer de Juifs, les Juifs c'est le grand moufti qui lui a soufflé l'idée, c'est une déclaration purement révisionniste, et c'est une déclaration qui est une véritable honte d'essayer de transformer l'histoire de l'antisémitisme. On pense que Israël est une réponse à l'antisémitisme et au génocide nazi. Je dis non. Les institutions sionistes qui vont expulser le peuple palestinien de son propre pays ont été créées 30-40 ans avant la création de l'État d'Israël. La banque coloniale juive, celle qui achète les terres, elle est créée en 1898. Le KKL, celui qui plante les arbres là où il y avait des villages palestiniens, le Front National Juif, il est créé en 1901. Puisqu'on a ici des syndicalistes, la Histadrout, le syndicat sioniste, il est fondé en 1920. L'article numéro 1 de ses statuts, c'est la défense du travail juif. On imagine ce que ça voudrait dire si la CGT solidaire ou la FSU avait la défense du travail français comme article numéro 1. Le premier acte de la Histadrout, 1920, ça a été une grève n'achetez pas arabe, achetez juif. Ils avaient le modèle dès le départ de la société séparée. Et toutes les institutions de l'État d'Israël aujourd'hui, la Banque Leumi, la Banque Apoalim, la compagnie Tzim de navigation, la compagnie Eged des transports, les caisses d'assurance sociale, tout a été créé par les Histadrout, y compris la Haganah, l'armée, qui a été fondée dès 1920 par le syndicat.
Donc je sais que souvent certains nous disent que le conflit était compliqué, mais si les syndicalistes s'entendaient, oui, il y a bien un syndicat tout petit en Israël qui s'appelle La Voix des Travailleurs, si on traduit mot à mot, comme Koach Laovdim, mais il est tout petit, mais avec la Histadrut, c'est un syndicat qui pour moi n'a de syndicat que le nom et qui n'a absolument pas sa place dans le mouvement syndical, que ces choses-là soient entendues. Je parle dans mon bouquin pas mal de l'antisémitisme parce que c'est aujourd'hui quelque chose en plus de très actuel. Je voulais dire que est-ce que les dirigeants sionistes ont eu un comportement exemplaire vis-à-vis de l'antisémitisme et vis-à-vis du génocide nazi? Et la question est non. La réponse est non. Si on parle de l'avènement de l'hitlérisme, Hitler arrive au pouvoir en 1933. Ben Gurion négocie dès 1933 avec les nazis les accords de Havara, les accords de transfert, qui vont permettre l'immigration des juifs allemands en Palestine mandataire. Il y aura une contrepartie, c'est que la Palestine mandataire sera obligée d'acheter des produits allemands. On trouvera des Mercedes et des Opel en grand nombre avant la Deuxième Guerre mondiale. Dans le mouvement sioniste, il y a une scission qui date d'il y a un siècle. Et le courant au départ minoritaire s'appelle le courant révisionniste. Son fondateur, c'est Vladimir Jabotinsky. Aujourd'hui, tous les dirigeants israéliens, de Netanyahou à Sharon qui est mort, à Begin et Shamir qui sont morts, mais à Lieberman, à Bennett, à Yelet Shaked et tous, se revendiquent tous de l'héritage de Jabotinsky. Ce courant était un courant fasciste dès le départ. Jabotinsky avait une radio en Italie, à Civitavecchia, c'est Mussolini qui lui avait donné cette radio, c'était un admirateur de l'Italie fasciste. Naîtra de ce courant révisionniste un premier groupe terroriste qui s'appelle l'Irgun, qui commencera dès 1937 à faire des tueries aveugles contre les Palestiniens. Mais une autre scission de l'Irgun, le groupe Stern, va non seulement faire des tueries contre les Palestiniens, mais va massacrer des Anglais. Alors bien sûr, l'Angleterre était la puissance mandataire, mais ils vont massacrer des Anglais en pleine guerre. Il y aura des Lord Moyne, le haut-commissaire anglais au Caire, est assassiné par le groupe Stern en 1944, à une époque où il y a déjà des millions de morts dans les camps d'extermination nazis. Le groupe Stern était un groupe de collabos, et dans mon livre, j'ai retrouvé un tract du groupe Stern qui est assez éclairant sur la façon dont ils étaient collabos pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand on parle d'antisémitisme, on parle de racisme, et je crois qu'il est très éclairant que vous sachiez que la société juive israélienne est raciste. Il y a bien sûr un racisme échevelé contre les Palestiniens et contre les Arabes en général. Dans mon bouquin, j'ai sorti un florilège où on trouve des déclarations racistes contre les Palestiniens venues de tous les côtés. Et où Barak dit les Palestiniens c'est comme des crocodiles, plus vous leur donnez de viande, plus ils en veulent. Ayelet Shaked explique qu'il faut tuer les mères palestiniennes parce qu'elles mettent au monde des serpents et des terroristes. Mais il y a un racisme extrêmement fort à l'intérieur de la société juive. Et il y a trois affaires que peut-être vous connaissez, mais que j'ai sorties avec des documents officiels israéliens. Il y a l'affaire des bébés juifs, des enfants juifs marocains qui étaient réputés dans les années 50-60 avoir la teigne. On a expérimenté sur eux des irradiations à plusieurs milliers de fois la dose. Le rapport de la Knesset parle de 6 000 morts. On pense qu'il y en a beaucoup plus. En tout cas, encore aujourd'hui, 50 ans après, des gens qui continuent de mourir de cancers qui sont liés à cette irradiation. Il y a l'affaire des bébés juifs yéménites. Les femmes juives yéménites étaient réputées procréer comme des lapines, mais à la maternité, on leur disait que leur bébé était mort, on ne montrait pas le corps. Il y a maintenant une association qui s'est montée en Israël, qui s'appelle Amnar, et qui recherche, parce que c'est plusieurs milliers de bébés yéménites qui ont été enlevés et donnés à l'adoption à des riches familles ashkénazes ou juives américaines, et un petit peu comme les folles de la place Lemay en Argentine, qui recherchent leurs origines et ce qui s'est passé. Et dans les affaires de racisme plus récents, les grandes victimes sont bien sûr les Falachas, les juifs éthiopiens. Alors là aussi, j'ai trouvé toute une série de florilèges de citations sur le racisme contre les Falachas, mais l'État israélien a expérimenté sur les femmes Falachas une stérilisation de force au dépôt Provera, et plusieurs milliers de femmes ont été stérilisées à l'insu de leur plein gré. C'est pour dire qu'aujourd'hui, l'utilisation du racisme, pour ne parler que de l'antisémitisme, par un gouvernement qui aujourd'hui fricote ouvertement avec l'extrême droite, qui se fait l'allié de Viktor Orban en Hongrie
Viktor Orban qui réhabilite le régime de l'amiral Horthy, celui qui a organisé l'extermination de 430 000 juifs hongrois. Ça a quelque chose de navrant. Ce qui est le plus navrant, c'est qu'il y a assez peu de réactions aujourd'hui en Israël, comme si ce que racontait Sarah quand on leur montrait soldats désobéis, comme si la population était un petit peu complètement tétanisée et était devenue incapable de réagir. Je vais essayer de finir rapidement. Sur le mouvement de solidarité, je donne mon opinion, on a perdu de nombreuses années les vrais mots ou les vraies pistes pour combattre aux côtés du peuple palestinien. On a perdu le temps avec un État, deux États. Aujourd'hui, deux États, ce n'est ni possible, n'importe qui a été là-bas sait que c'est pas possible, ni souhaitable. Et on a perdu du temps en disant les Palestiniens pensent que, et leur représentation, c'est l'autorité palestinienne. Vous allez là-bas, vous allez entendre des choses que je n'ose même pas dire sur Abou Mazen, traité de Pétain, mais les mêmes choses dites à Gaza sur le gouvernement du Hamas. Donc, cette idée qu'il y a des gouvernements qui représentent les Palestiniens, non, c'est la société civile et ses droits qu'on défend. Il y a eu des tas de gens qui ont tiqué sur apartheid. Allez passer 10 minutes à Hébron, vous n'avez pas besoin d'un conférencier pour vous expliquer ce que c'est que l'apartheid. Il y a des gens qui ont tiqué sur le boycott en disant ouais, le boycott des magasins juifs, etc. Non, ayez bien dans l'idée que vient d'Israël même, des anticolonialistes israéliens, un mouvement qui s'appelle Boycott from Within, boycott de l'intérieur, et qui dit boycott de notre pays, c'est la seule façon de nous sauver. Et puis, un mouvement comme Decolonizer et tout, bien entendu, il se prononce clairement pour le boycott, ce qui fait l'unanimité de toutes les composantes de la société palestinienne. En tout cas, c'est le boycott. Donc, il me semble qu'on doit un petit peu recentrer aujourd'hui le mouvement de solidarité. On ne réalisera pas Oslo. Il y a eu des illusions sur l'ONU. Enfin, l'ONU, il est responsable de la Nakba. Quand l'ONU a voté le plan de partage en 1947, vous imaginez un peu s'il avait fait la partition de la France. Quand la guerre éclate officiellement le 15 mai 1948, le futur État d'Israël a déjà expulsé 90% des Palestiniens qui habitaient dans le territoire qui avait été donné à l'État juif, voté par l'ONU. Donc l'ONU est responsable directement de cette expulsion, 375 000 Palestiniens expulsés entre mai 147 et mai 48. Et puis l'ONU, bon, c'est la loi du plus fort, quand ils votent la résolution 194 immédiatement fin 48 sur le retour des réfugiés, Israël viole éperdument cet accord, ils ne rentreront pas, elle détruit plusieurs centaines de villages, et l'ONU accepte Israël en son sein dès le début 49 en disant ce pays respecte la loi et tout. Donc, je crois que sur des tas de sujets, on a à réfléchir. Je réponds directement sur des sujets brûlants. Est-ce que l'État juif est légitime? Non. Pas plus qu'un État français. Le seul État français, ça a été Vichy, qui s'intitulait français. Pas plus qu'un État musulman. Tout État doit être l'État de tous ses citoyens. Est-ce que ça a été le titre d'un chapitre, ça a failli être le titre du livre? Le titre du chapitre, c'est « Alors vous voulez jeter les Juifs à la mer ». Puisque nous, c'est l'accusation qu'on nous envoie. Vous êtes antisionistes, donc vous voulez jeter les Juifs à la mer. Je renverse la question. Qu'est-ce qui a permis aux Blancs sud-africains de rester? Est-ce que c'est le maintien de l'apartheid ou la fin de l'apartheid? C'est bien sûr la fin de l'apartheid, sinon à terme, ils partaient, comme les croisés. Qu'est-ce qui a fait que la grande majorité des Français d'Algérie ont dû partir? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un part important de ces Français qui étaient pour l'indépendance et prêts à négocier leur maintien dans le cadre de l'indépendance, ou est-ce que c'est parce que l'expression politique principale a été celle de l'OAS? C'est bien sûr parce qu'il y a eu l'OAS. Et en Israël, ce qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est l'OAS. Donc c'est au contraire. Qui est-ce qui vise à jeter les Juifs à la mer? Qui est-ce qui vise à rendre leur présence impossible, sinon pas la supériorité militaire totale? Qui peut penser que dans 25 ou dans 30 ans, ils n'auront encore personne ne peut prédire cette avenir-là? Qu'est-ce qui met profondément les Juifs en danger? C'est évidemment la politique sioniste et la politique de ses relais en France. Et je termine sur le BDS. On n'a vraiment rien d'autre à se mettre aujourd'hui
sous la dent. Le BDS, on pense souvent en B, bon, c'est pas parce qu'on achètera pas des pamplemousses ou des avocats, c'est essentiellement l'image d'Israël qu'il faut détruire. Et justement, ce que disait Sarah, comme ils vendent principalement leur science et leur culture, ben, c'est là-dessus qu'il faut attaquer, boycotter l'Eurovision. C'est quelque chose qui est immédiat, mais le boycott universitaire, il n'y a pas une seule université israélienne qui ne participe pas au complexe militaro-industriel, et donc c'est là-dessus. Le BDS a remporté de très gros succès sur l'ES, c'est-à-dire sur les sanctions, sur un très grand nombre d'universités qui ont cessé les relations avec Israël, sur des syndicats qui ont décidé de boycotter Israël et de ne pas décharger les cargos. Voilà, c'est là-dessus essentiellement, je reprends les mots d'Eyal Sivan, cinéaste anticolonialiste israélien, on ne détruira pas l'économie d'Israël qui est une économie de start-up avec le boycott, par contre son image, il faut le faire. Merci. Alors maintenant, on va faire un dialogue avec la salle avec des questions-réponses, mais on va se donner jusqu'à 9h maximum, ce qui nous donne pas mal de temps. Voilà, alors je vois qu'il y a une main qui se lève, je vais passer le micro. Hop, le câble est assez long, j'espère. Je vais essayer de ne pas monopoliser le temps de parole, vu qu'il y a plus de milieu. En fait, j'avais plusieurs questions à vous poser, je vais essayer de réduire le champ, du coup. Déjà, je trouve que c'est très très important qu'une association comme la vôtre existe. Je me battrai toujours contre le communautarisme et compagnie, mais je pense que vraiment le contrepoids de cette image de juifs engagés pour la cause humaniste, c'est vraiment essentiel. C'est peut-être un petit peu gros de le dire comme ça, mais malheureusement dans les quartiers, je parle des quartiers, le 19e et les quartiers où j'ai grandi, Belleville, et dans les quartiers en général, il y a vraiment un amalgame systématique de la jeunesse un petit peu apolitique, issue d'immigration, notamment, on va dire les musulmans, ouest-africains, etc., sur le sionisme, les juifs, etc. Et je me bats toujours vraiment pour faire ce distinguo. Je vous rejoins complètement, j'ai eu une altercation avec un type sur Facebook il y a quelques jours de ça, et qui me faisait cet éternel discours sur l'histoire de Salomon, etc. Et puis j'insistais sur le même point, c'est-à-dire que l'histoire des religions, des peuples, s'est faite au fil des siècles et que c'est bien sûr beaucoup plus compliqué que ça. Et en l'occurrence, moi je suis d'origine franco-tunisienne et j'ai bien sûr beaucoup plus d'affinité avec un juif de la Boulette qu'un Libanais chrétien au Liban, quoi. Voilà, tout simplement. Donc il y a beaucoup plus de choses qui nous rapprochent finalement, qui nous différencient, et j'insiste toujours sur ce point-là. Pour revenir au débat de ce soir, moi j'avais des questions vraiment pratico-pratiques à vous poser. Par rapport au bateau qui a été arraisonné dans les eaux internationales, au moment où c'est arrivé, puisqu'il y a des coordonnées GPS et qu'on peut prouver l'enregistrement, etc., de ce qui s'est passé à cet instant-là, est-ce que vous avez pu vous retourner vers les autorités françaises, puisque vous êtes une association qui est française, et qu'est-ce que vous avez pu faire, qu'est-ce qu'ils ont fait du coup pour vous? Parce que évidemment, à part si on vient ici, on n'a pas vraiment accès à ce que vous produisez, malheureusement, c'est regrettable. Donc déjà, j'aimerais savoir, les autorités françaises, comment elles ont réagi par rapport à ça, si vous êtes retourné vers eux, premièrement. Au sein du CRIF, là vous avez parlé du CRIF tout à l'heure, comment, bon, j'imagine que c'est très très conflictuel avec les dirigeants, etc., mais de manière générale, est-ce que vous arrivez à fédérer beaucoup de gens en France autour de votre cause, ou quel rapport vous entretenez avec le CRIF? Et en Israël, puisque en fait Israël se défend d'être une démocratie au Moyen-Orient et de représenter un petit peu les intérêts des droits de l'homme, on en pensera ce qu'on veut, notamment quand vous parliez des falachas, on parlait des problèmes politico internes à la société israélienne. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est par rapport aux associations de défense des Palestiniens, les associations humanistes en Israël. Quelle marge de collaboration vous avez avec eux vis-à-vis des autorités israéliennes qui se targuent justement d'être une démocratie? Est-ce qu'ils vous laissent mettre en place des actions communes avec les gens sur place? Et pour le coup, comment ça se passe? Je vais essayer de répondre très très brièvement pour que la parole puisse circuler. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas parce qu'il y a des états de droit et qu'il y a un droit international qu'on peut le faire jouer. Le gouvernement français n'a rien fait. Moi j'étais sur le bateau, donc quand les
l'armée attaque, elle brouille toutes les communications, donc on ne peut plus communiquer, mais Pierre était à la manœuvre en France. Le gouvernement français non seulement n'a rien fait, ils sont même venus me voir à la prison, le consul de Tel Aviv. J'étais tellement étonnée que tout juste si je n'ai pas sauté au cou en me disant c'est bien, vous m'éloignez. Ils se pavanent en disant mais c'est bien normal. Et donc je voulais vous demander, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous manquez de quelque chose? Je lui dis mais c'est pas du tout le problème. Le problème c'est qu'est-ce que va faire la France contre cet acte de piraterie caractérisé. Ah non, ça madame, ça. Bon, je vais répéter en boucle, il a fini en partant par me dire bon je vais le dire à la consul, mais bien sûr qu'ils n'ont rien fait. C'est un point très important qu'il faut comprendre parce que je crois qu'en particulier nos camarades migrants se heurtent à ce mur-là. Pour faire jouer les instruments de droit, c'est très difficile. Et je vous donne juste un exemple. Mavi Marmara, les familles se sont constituées. C'était pas rien, c'était un meurtre pur, délibéré. Il y a plein de vidéos. Hein. Il y a un film qui est en train de sortir là, qui s'appelle La vérité perdue en mer, qui le montre clairement. Ce sont des assassinats. Donc les familles, le gouvernement turc a préféré ne pas se mettre mal avec le gouvernement israélien. Les familles ont dit non, on n'accepte pas ça. Ils ont monté le cas à la Cour internationale. Ça a été très long. Tellement long d'ailleurs que la réponse de la Cour internationale est tout à fait récente. Et c'est 10 morts. La Cour ne va pas se saisir. Voilà. Donc c'est extrêmement difficile de faire jouer l'aspect. En fait, la justice, elle accompagne un mouvement populaire, un mouvement de force. Quand on est en force, la justice va suivre. Mais quand on ne l'est pas, il ne va rien se passer. Sur les rapports avec les associations juives, d'abord il y a évidemment la question combien il y a de juifs en France. Et c'est évidemment très compliqué à savoir parce que comment vous comptez les demi, les quarts, les huitièmes, puisque la grande majorité des couples juifs en France vivent avec un ou une non-juif. Donc, disons, il y a entre 350 000 et 700 000 juifs en France. Le CRIF, avec c'est un collectif d'associations, en comptant les familles, ça fait 60-80 000 personnes. Mais les médias leur donnent la représentativité. Et les élites politiques vont régulièrement se prosterner devant les dirigeants du CRIF. On est quand même à un moment, il y a un peu plus de 20 ans, le dirigeant du CRIF, c'était Théo Klein, avec qui on avait des désaccords, mais avec qui il y avait une tradition de débattre. Et à l'époque, le JFP avait une revue, il a accepté d'être interviewé par la revue du JFP. Théo Klein, qui est toujours vivant, est un intellectuel de grande stature. Aujourd'hui, le président du CRIF, Khalifa, c'est un ancien du Bétard. Le Bétard, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mouvement fasciste. C'est l'équivalent des identitaires pour les plus âgés d'ordre nouveau. Donc, on a eu ce glissement-là. Donc, il est évident qu'aucun dialogue possible n'est possible avec ces gens-là. Pire, je veux dire qu'il y a 30 ans, une riposte commune à un acte antisémite, je pensais que ça avait eu lieu la profanation du cimetière de Carpentras, était possible, c'est plus possible maintenant, parce que immédiatement le CRIF arrive avec les drapeaux israéliens et dit que toute personne qui critique Israël est un antisémite ou est un porteur d'eau des antisémites et tout. Donc on est dans cette situation-là. Nous là-dedans, qu'est-ce qu'on représente? On n'est pas communautaire. Il y en a, on ne l'a pas mis ici, mais on a édité une parole juive contre le racisme et on a fait des clips où on pose cette question, qu'est-ce qu'être juif? La plupart des gens de l'IJFP répondent pourquoi moi, à un moment donné, j'ai éprouvé le besoin d'affirmer ma judéité, parce que c'est pas possible de la laisser aux gens d'en face, et parce que ils profanent d'une façon incroyable notre histoire, notre mémoire et nos identités. Donc voilà, on représente quand même, je dis, cette sensibilité qui existe en France, encore de façon non négligeable, ce souvenir de toute cette période où les Juifs, comme minorité opprimée, ont pensé que la solution, c'était l'émancipation de l'humanité tout entière, et pas le tribalisme. Et avec les associations
palestiniens en Israël, rapidement, excusez-moi. Il y a une quinzaine d'associations anticolonialistes israéliennes, très importantes, très courageuses. Je les compare souvent aux porteurs de valises français pendant la guerre d'Algérie. Pas nombreux numériquement, mais s'il y a un avenir possible, ce sera essentiellement grâce à eux. Et on a d'excellents rapports avec eux. Mon tout premier livre avait été préfacé par Michel Warshawski. Voilà, et qui a, je crois, aussi préfacé le tien. Voilà, donc on a bien évidemment des rapports très très forts avec tous les anticolonialistes israéliens qui représentent toute une série d'associations. C'est important. Et qui ont eu des difficultés de plus en plus grandes à vivre parce que tout un arsenal juridique se met en route pour essayer de montrer qu'en réalité ils ne sont pas des associations israéliennes mais qu'ils sont la main de l'ennemi et qu'il faut le prouver, etc. Ils existent néanmoins et si, vous pouvez aller sur Decolonizer et regarder les vidéos. Il y a une vidéo particulièrement frappante. Ils viennent de sortir un livre justement sur la Nakba. Et ils ont monté une espèce de happening, ils sont sur une place à Tel Aviv et ils lisent des morceaux du livre et ils demandent aux passants de venir, s'ils sont d'accord, lire avec eux. Alors une partie des passants les insultent, leur crachent dessus, etc. Mais il y a des gens qui s'arrêtent et qui acceptent de lire ce qu'est la Nakba en hébreu. Voilà, donc on est sur cet équilibre-là. Là encore, le temps ne travaille pas pour nous. La fascisation du pays, elle porte essentiellement pour démanteler ces enfants. Mais ils ne démantelleront pas facilement. Des associations comme B'Tselem, des associations comme Breaking the Silence, ça ne va pas être facile à tuer. Si je peux enchaîner sur ce même thème, Israël c'est un drôle de pays. Il accepte la double nationalité. Il y a beaucoup d'Israéliens qui ont la double nationalité. Ils sont israélo-français, ou israélo-italiens, ou israélo-britanniques, ou israélo-américains, etc. La liste est longue. Avec 2 passeports, qu'est-ce qu'il faut? Il y a beaucoup de jeunes en Israël, parce que la conscription du service militaire obligatoire, c'est à partir de 18 ans. C'est quand on rentre au lycée. Alors, les collégiens qui ont le brevet de collège, ou l'équivalent, et pardon, c'est plutôt terminal, pour comparer les deux systèmes scolaires. Donc, une fois qu'on a son diplôme d'études secondaires en Israël, on est mobilisable pour l'armée. Qu'est-ce qu'il faut? Ils s'inscrivent à la fac à l'étranger, avec leur double passeport, et avec l'anglais, ou l'italien, ou le français, ou l'espagnol, ou le portugais, parce que les Israéliens sont assez polyglottes. Israël, c'est une société cosmopolite. Ils viennent, les Israéliens, les familles israéliennes viennent de partout. Et ils parlent hébreu dans la rue. Mais à la maison, ils parlent la langue des parents et des grands-parents. Donc, ils sont assez polyglottes. Souvent, ils ont 2 passeports et ils se cassent. Ils viennent à l'étranger, ils étudient à la fac ici en Europe ou en Amérique du Nord ou ailleurs. Ils obtiennent leur diplôme. Soit ils s'installent à l'étranger pour de bon et ils parlent hébreu à leurs enfants à la maison, ici à Paris, mais dans la rue, ils parlent français. Et leurs enfants ont 2 nationalités, européennes et israélienne, et 2 langues, l'hébreu, langue de leurs parents, et la langue de leur pays d'accueil, le français par exemple. Et ils font la navette entre Israël et l'étranger. Et quand ça va mal, ils s'en vont. Et il y a depuis la guerre de séjour, depuis 1967, il y a une estimation d'environ 20% de la population juive israélienne qui habite en France, ou en Allemagne, ou en Grande-Bretagne, ou au Canada, ou aux États-Unis, en Australie, etc. Et voilà, est-ce qu'ils sont israéliens ou est-ce qu'ils sont européens? Est-ce qu'ils sont israéliens ou est-ce qu'ils sont américains? Et donc il y a cette ambiguïté. Mais qui part d'Israël? Ceux qui ont les moyens, ceux dont les parents peuvent financer des études à l'étranger pour fiston ou pour fifi, donc plutôt les gens de la classe moyenne, des professionnels, les gens qui disposent des moyens culturels et financiers à permettre cet exil scolaire de leurs enfants qui restent en Israël, les pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens de partir. Donc les smicards, les chômeurs, les petits salariés, les safarades en grande partie, c'est-à-dire les juifs originaires du monde arabe. Parce que souvent, ceux qui ont les moyens, c'est les Ashkénazes, les juifs d'origine européenne. Et donc, il y a cette fracture. Les Ashkénazes, ils voyagent, ils parlent d'autres langues,
ils ont 2 passeports, et ils s'installent à l'étranger. Les Séfarades, ils restent. Et c'est la classe ouvrière, les Séfarades, pour l'essentiel. En Israël, la bourgeoisie, c'est essentiellement Ashkenaz, la classe ouvrière, Séfarade. Et donc, il y a cette fracture. Et ceux qui partent, c'est des gens normaux, comme vous et moi. Ils veulent vivre normalement, en paix, sans être mobilisables pour une armée, pour faire la guerre à un autre peuple, pas pour occuper les territoires palestiniens en Cisjordanie ou à Gaza. C'est des gens qui veulent vivre en France, ou en Allemagne, ou en Grande-Bretagne, en Amérique, tranquille. Et donc, la gauche part. Et ceux qui restent, c'est ceux qui n'ont pas le choix. Et ça se droitise. Ça devient de plus en plus de droite, la société israélienne. Et ils sont pris dans cet engrenage. Bon, désolé, j'étais un peu long, mais c'est à peu près la chose. Par ailleurs, il faut que je vous dise un dernier truc que j'ai appris en militant à l'UGFP et aussi avec l'actualité. Comme vous savez, Israël est né en 1948, c'était il y a plus de 70 ans, un peu plus. À l'époque, le monde était différent. L'Union soviétique existait encore, et l'URSS était le premier pays à reconnaître le jeune État juif. L'Union européenne n'existait pas encore. À l'époque, Israël était considéré comme un endroit stratégique par les puissances étrangères. Pourquoi? Parce que c'était près du canal de Suez, nationalisé par Nasser en Égypte. C'était la voie maritime par excellence pour le transport pétrolier. Et c'était une tête de pont européen, en quelque sorte, situé au Proche-Orient. Donc les États-Unis, comme l'ancienne puissance monétaire, la Grande-Bretagne, considéraient Israël comme étant l'endroit stratégique où ils devraient défendre leurs intérêts. Aujourd'hui, tout ça est fini, parce que le monde a changé, l'URSS n'existe plus. Désormais, c'est l'Union européenne qui est le premier partenaire commercial d'Israël, bien avant les États-Unis, par ailleurs, au niveau des échanges commerciaux. Qu'est-ce qu'Israël représente pour les puissances étrangères, les puissances occidentales aujourd'hui? Ce n'est plus cet endroit stratégique, parce que la géostratégie s'est modifiée depuis 1948. Israël a deux choses à vendre. Et une chose que Sarah n'a pas mentionnée, à part la culture, les échanges universitaires, l'image d'Israël dans le monde, l'autre chose qu'ils vendent, c'est la sécurité. C'est-à-dire les armes, mais aussi l'électronique, l'informatique, les systèmes de surveillance, les drones, tout cet appareillage sécuritaire qui a vendu aux armées et aux forces de police du monde entier. Et c'est ça qui intéresse les puissances occidentales aujourd'hui. Nous, dans le mouvement de solidarité, on réclame la rupture de la coopération militaire franco-israélienne, c'est ce qui est la moindre des choses. Mais tous les ans, Israël est présent au salon aéronautique du Bourget, où ils présentent leurs dernières technologies à des multinationales et à des forces de police et à des forces armées qui veulent acheter cette technologie de pointe dans le domaine sécuritaire. Et Sarah a bien mentionné qu'à Gaza, Israël essaie de rendre cette terre inhabitable pour une collectivité afin qu'ils puissent vivre et travailler sur la terre et former un collectif national digne de ce nom où le peuple palestinien peut s'autodéterminer. C'est ça qu'Israël essaie de détruire à Gaza, c'est assez clair. Mais Israël a un autre intérêt pour Gaza. Depuis les bombardements successifs qu'Israël a effectué dans ce territoire depuis la fin de la deuxième intifada, au cours des dernières années, chaque fois, Israël a un nouveau argument de vente pour ses clients à l'étranger, pour son industrie de sécurité. Il y a une industrie israélienne, une entreprise qui s'appelle Elbit Systems, qui n'est pas connue du grand public, mais connue des forces armées et des forces de police du monde entier. Et c'est une entreprise de technologie de pointe dans le domaine sécuritaire. Et un cadre d'Elbit Systems s'est vanté à Davos lors du sommet économique des pays riches à Davos que ces produits sont testés sur le terrain.
Qu'est-ce que ça veut dire? Utilisé contre les Palestiniens. Donc, il y a eu un test en forme réelle, en temps réel, et Israël a testé des armes interdites par le droit international de l'uranium appauvri, des bombes de phosphore blanc, différentes lacrymogènes qui sont utilisés par la police française maintenant dans les manifs des Gilets jaunes ont été achetés en Israël et perfectionnés par la technologie militaire israélienne. Toute cette technologie-là, c'est ça qu'Israël représente pour l'Occident aujourd'hui, et il faut le savoir. Bravo. Oui, bonsoir tout le monde. D'abord, je salue le militant que j'ai connu les années 90 à mes côtés, et que c'est Charles Guzman, auprès de qui j'avais beaucoup de soupçons de sa sincérité pour la vraie cause palestinienne. Et je vous assure que je n'étais pas la seule. Et c'était un suspect pour nous. Et nous ne savions pas qu'il y avait une véritable union UGFP. Et c'est un grand honneur, et vraiment, c'est en son honneur, tout est à son honneur, parce que c'est un titre vraiment, et toute l'organisation. Et c'est vrai que c'est le fondateur. En tout cas, une bonne continuation sur cette voie. Maintenant, il est vrai que moi je venais d'arriver, lorsque Sarah était en train de faire un peu l'historique. Mais j'ai l'impression, Sarah, que depuis, il y a eu c'est devenu, comment dire, figé. La question, la cause palestinienne, c'est figé. Depuis Sarkozy, en l'occurrence, à la tête du pouvoir. Et c'est figé, c'est-à-dire, il n'y a pas, on n'en parle presque plus. Elle a été, mise au frigo. Et même, voilà, on continue à vivre sans cette plaie, ce cancer, quoi. Et ça, maintenant, les médias aidants, les gouvernants successifs, alliés de l'argent sale, évidemment l'argent sale, c'est-à-dire le pitoyable argent, la monnaie qui est vénérée de plus en plus par la mondialisation, fait que c'est Israël qui porte le drapeau de l'honneur. Et donc tout est à son honneur, et que le peuple palestinien s'engouffre, et plus personne ne parle de cette usurpation et de cette spoliation indéniable de ce peuple-là et de cette terre. Donc, le boycott, on veut bien, mais à l'époque, rappelle-toi, nous étions aussi sur les mêmes. On allait au supermarché leur rendre des comptes par rapport aux produits israéliens. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Il y en avait, moi je recevais des mails entre autres, où on avait gain de cause par rapport à tel produit israélien qui était donc retiré des rayons. Et sinon, je parlerai aussi du terrorisme anti-israélien. Peut-être, malheureusement, ça touche l'antisémitisme. Parce qu'un lambda qui voit dans les réseaux sociaux
ce qui se passe en temps réel dans les territoires et et tout est masqué, évidemment, dans les médias, même arabes. C'est les médias, c'est les gouvernants occidentaux qui mettent le blackout total sur tout ce qui est attrait au terrorisme d'État qu'Israël exerce sur Palestine. Donc, que fait Nanda qui est vraiment au courant de beaucoup de choses? Eh bien, malheureusement, il a recours au terrorisme. En tout cas, c'est ce à quoi nous avons assisté des dernières années. Et attention, les terroristes. On ne parle jamais du terrorisme d'État. Mais c'est ça qui est affreux. Maintenant, l'UGFP, excusez-moi, par rapport au transfert des ambassades, l'US, le fameux Barjot, là, actuel. Trump. Là, non, il transfère son ambassade au Qatar. Il est de plus en plus, il est suivi. Et que fait donc votre organisation honorable? Fais passer d'abord. Fais passer là. Bonsoir. Non, je voulais juste parler par rapport aux actions quand même qu'on pouvait faire en France. Entre autres, il y a une campagne qui a commencé il y a déjà plus d'1 an pour la libération des enfants palestiniens en prison. Moi, c'était sur la collaboration. Oui, mais sur ce qui se fait en France, il y a des groupes, la campagne pour les enfants, entre autres, c'est plusieurs, dont BDS, la FPS, BDS ou GFP, qui font une campagne pour la libération des enfants prisonniers en Israël. Ce qui est quelque chose qui est une violation complète du droit international et des conventions de Genève. Il n'y a aucune raison que quelqu'un soit en prison dans un autre pays. Ça, c'est une violation des conventions de Genève. Il n'y a aucune raison que ce soit des enfants mineurs, dont même des enfants moins de 16 ans, qui sont en prison, qui ne peuvent pas recevoir de visite de leurs parents, dans la mesure où leurs parents n'ont pas le droit d'aller en Israël. Et qui, une fois de temps en temps, la Croix-Rouge emmène les parents. Et donc, voilà, c'était pour informer qu'il y avait cette campagne qui est bien, ça serait bien qu'il y ait du monde qui soutienne. Quant à l'Eurovision, on était une dizaine devant les portes de l'Eurovision. Et on a été gentiment raccompagnés par des flics au métro. Ils nous ont ramenés au métro. Il y avait 2 policiers qui nous ont ramenés au métro. On était là avec nos banderoles BDS. Bravo. Bravo pour le courage quand même. On y était, mais on n'était pas beaucoup. Hein. Il n'y a plus d'infos là-dessus. C'est ce que j'ai dit. Je voulais répondre sur la question de l'enterrement, la question palestinienne. Que nous disent les Palestiniens quand on les rencontre? Moi, j'ai retenu 2 choses. Ils disent cette guerre, elle n'est pas née de chez nous, elle est de l'extérieur. Les sionistes sont arrivés de l'extérieur. C'est de l'extérieur l'ONU qui a créé l'État d'Israël et qui a avalisé la Nakba et notre expulsion. La solution, elle viendra de la conjonction de 2 choses. Notre capacité à nous de faire résistance-résilience, c'est-à-dire de continuer à faire société malgré la situation. Dans les chroniques de Gaza, on est à Gaza en 2016, ça existe, c'est-à-dire qu'on voit dans cette grande cage de 2 millions de personnes, 100 000 étudiants, 21 000 diplômés chaque année, 6 universités, et des gens qui veulent continuer à éduquer leurs enfants, à cultiver la terre, à pêcher. Et donc, cette volonté de la société civile palestinienne de continuer d'exister, elle existe, mais elle s'érode, parce qu'il y a une répression qui maintenant, y compris, frappe les Palestiniens d'Israël, voire le nettoyage ethnique qui est en train de se faire dans le nord du désert du Negev en Israël. Mais une partie de la solution, elle vient de nous. C'est-à-dire qu'ils nous le disent, vos gouvernements sont complices,
Vos gouvernements sont complices, alors que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande, que ce soit Macron, ça va de mal en pis, quoi. C'est la collaboration totale avec les dirigeants israéliens. Et c'est à vous, société civile occidentale, d'imposer que la politique change. C'est pas tout à fait impossible. Nous, on a été invités il n'y a pas longtemps par le département de Loire-Atlantique, où depuis 20 ans, ils font des actes de collaboration économique avec la Palestine. Ils envoient tous les ans des délégations entières d'élus de tous bords. Comme ils se font gazer par les Israéliens, après ils sont unanimes dans leur engagement. Ils font venir des conférenciers à Nantes pour sensibiliser la population. Donc, gagner y compris des élus, c'est possible. Quand Salah Hamouri a été libéré, il a fait une tournée en Bretagne, il a été reçu par des maires de toute tendance. Donc c'est à nous d'agir à l'intérieur de notre société pour que ça change. Donc le BDS, pour moi, je l'inscris clairement là-dedans. Après, que Trump veuille changer le monde, c'est sûr, mais pas que sur la Palestine. Dans tous les domaines, ils veulent changer. C'est à nous d'établir des rapports de force pour pas qu'il y arrive. Pour l'instant, le déménagement d'ambassade à Jérusalem, à part les auxiliaires immédiats des États-Unis, personne n'y est allé, même pas les pays les plus proches. Quand il y a des votes aux Nations Unies, Trump se retrouve avec Israël bien seul, à voter dans son coin. Donc, le basculement, c'est pas encore fait. C'est à nous d'avoir la capacité aujourd'hui suffisante pour que la cause palestinienne ne soit pas enterrée, d'agir aussi auprès des pays arabes, parce que le comportement des dirigeants arabes aujourd'hui est un véritable scandale. La collaboration de pays comme l'Égypte et l'Arabie Saoudite contre la Palestine, c'est quelque chose qu'on doit dénoncer avec force. Donc voilà, on a du pain sur la planche. C'est pas désespéré, c'est une situation difficile, mais c'est la double résistance des Palestiniens et de nous, d'où ça viendra. En termes de communication, parce que vous faites encore une fois, c'est vraiment, on doit se passer de ça, c'est-à-dire de vraiment avoir ce contrepoids de l'image juive, humaniste, etc. Et je pense qu'il y a vraiment, en termes de communication, c'est essentiel de toujours revenir à la charge, contrecarrer ce message universel et faux, qui est de confondre complètement le sionisme, la culture juive, etc. Mais les médias ne donnent pas la parole. Je veux dire que pour les médias, c'est tellement pratique de dire les Arabes sont avec les Palestiniens et les Juifs sont avec Israël, et d'en faire une guerre communautaire, alors que c'est une guerre coloniale. C'est aussi à nous de... Juste un mot là-dessus. La France accueille la plus grande communauté juive d'Europe occidentale, mais la plus grande communauté juive au monde est aux États-Unis. Le centre névralgique, si vous voulez, du peuple juif, pour utiliser le vocable israélien, n'est pas Tel Aviv, mais New York. Maintenant, quand Trump a déménagé l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, il y a eu un sondage fait aux États-Unis et 75% des Juifs américains, je ne parle pas des Américains en général, toutes origines confondues, mais la grande majorité des Juifs américains se déclaraient consternés par le déménagement de son ambassade à Jérusalem et s'y est opposé. Et c'est juste pour dire qu'il n'y a pas d'unanimité juive autour de la politique israélienne. Nous, on a une organisation sœur aux États-Unis qui s'appelle Jewish Voice for Peace, la voix juive pour la paix. Cette organisation a 15 000 membres. L'UGFP ici en France, on est 350 membres environ. Il y en a 15 000 aux États-Unis. Et c'est une anecdote, mais c'est juste pour vous dire, dans le pays qui accueille la plus grande communauté juive, les États-Unis d'Amérique, il n'y a aucune unanimité juive autour de la politique israélienne, bien au contraire, ça fait débat. Et là-bas aussi aux États-Unis, le judaïsme libéral est majoritaire dans la communauté religieuse. Le judaïsme libéral est une forme beaucoup plus ouverte de judaïsme avec égalité des sexes, où les garçons et les filles, les hommes et les femmes ont les mêmes droits à la synagogue et où les femmes sont ordonnées rabbins. Bon, encore une fois, c'est juste pour l'image, pour vous donner une idée.
et nos amis américains de Jewish Voice for Peace interviennent dans les synagogues aux États-Unis, chose impensable ici en France. Donc, selon les cultures et selon l'évolution historique des différentes communautés juives à travers le monde, les rapports ne sont pas les mêmes. Voilà tout. Et il faut se rappeler également que les 2/3 des Juifs n'habitent pas en Israël, mais ici en Europe, en Amérique et en Australie. Donc l'espoir est pour les Palestiniens et pour les Juifs pacifistes et anticolonialistes. Ça ne se trouve pas en Israël, mais bien à l'étranger, à travers les campagnes comme BDS. Et nous, en tant que Juifs, on a un devoir particulier à casser cette image d'unanimité qui est mise de l'avant, comme Pierre vient de le dire, de façon artificielle par les médias d'information. Le CRIF représente quoi? Peut-être 10% de la population juive, et nos adhérents à l'IGFP, nous faisons partie des 90% des Juifs français qui ne sont pas membres du CRIF. C'est pas la minorité silencieuse, la majorité. Je voudrais ajouter un point sur mais qu'est-ce que vous faites et on perd du terrain. Il est clair qu'à l'heure actuelle, la lutte, elle est à l'os entre deux avenirs pour l'humanité. Moi, je suis 50 de parents résistants. Les parents résistants, pour moi, 45, c'était une date formidable. La date où on était arrivé à ce que l'humanité dise non au fascisme. Grave erreur. On avait gagné contre la forme de 1940 allemande du fascisme. Mais on n'avait pas du tout gagné contre les idées brunes. Et ces idées-là sont encore là. Et elles sont en train elles veulent modeler le monde. Et l'idée que dans le monde, il y a des gens surnuméraires, c'est pas que pour les Palestiniens, c'est pas que le peuple autochtone de la Palestine. La Méditerranée est le plus grand cimetière du monde parce qu'on considère que les migrants sont surnuméraires, ils n'ont pas leur voix d'humain. Donc ce combat-là, on peut dire à la fois qu'on se sent faible et en même temps, il n'a jamais été aussi clair et aussi nécessaire. Et quelque part, moi je crois qu'en reprenant le débat à la racine, en reprenant le débat sur l'humanisme, en reprenant le refus qu'il y ait sur Terre des surnuméraires. Je me souviens d'un mot d'ordre des chrétiens, des catholiques en France. À un moment donné, ils avaient fait une grande campagne en disant « Le monde aura besoin de tout le monde ». C'est parfait, c'est juste parfait, c'est exactement ça qu'il faut. La Palestine est un des fronts, peut-être un front très important, mais un des fronts de ce combat pour une humanité dans lequel chaque personne a sa place. On n'a plus le choix, il faut le gagner ce combat. Alors, moi je crois beaucoup au travail local. J'ai été très impressionnée par ce qui s'était passé dans ce conseil régional de l'Ouest. Moi, je crois beaucoup au combat local, je crois beaucoup qu'on peut entourer les gouvernements qui, eux, savent pour quelle bataille ils se mènent, les entourer pour leur couper un peu les liens et ce qui permet qu'ils décident. Il n'est pas dit qu'on ne gagnera pas, il n'est pas dit qu'on gagnera. Ce qui est sûr, c'est que 2019, c'est une année charnière. Il faut vraiment qu'on invente, et je suis très sensible à la question qui a été posée d'un lien plus fort avec les associations israéliennes, c'est sûr. Pour l'instant, tout ce qu'on a fait, c'est que quand ils veulent venir, on aide à ce qu'ils viennent, on paye les voyages. Par exemple, il y a eu la tournée des parents de Razan, cette infirmière abattue alors qu'elle avait les mains en l'air, abattue au vu et au su du monde entier, puisque la vidéo existe. Les parents sont venus faire une tournée, au moins tous les gens qui les ont entendus, voilà. Donc, mais pour l'instant, on ne fait pas beaucoup plus que ça. Peut-être voilà, il faut débrider l'imagination. On est dos au mur, donc on n'a plus qu'à avancer. Bravo. Nous remercions nos intervenants et merci de votre présence ce soir.
Il y a des livres là à votre disposition, vous pouvez laisser vos coordonnées, vous pouvez prendre notre lettre qui est gratuite. On a fait une lettre du comité Palestine, on en fait régulièrement tous les 2-3 mois qui donne un peu des petits articles sur l'actualité. Voilà, on l'a fait imprimer pour vous. Et merci. Merci aussi. Merci à vous.